Bonjour et bienvenue à cette première conférence du LINE pour l'année 2026. Le LINE, c'est le laboratoire d'intégration du numérique en enseignement de la traduction. C'est un groupe de recherche qui est mis sur pied à l'initiative de l'Association canadienne des écoles de traduction, afin d'encourager la recherche en français orientée vers les innovations technologiques, mais aussi pédagogiques qui touchent la formation en traduction à l'ère du numérique. Le noyau de l'équipe du LINE est composé de Valérie Florentin, d'Éric Poirier, de René Desjardins et d'Émilie Gobin-Roberge. Le groupe est mis sur pied grâce à l'aide inestimable de Mme Zélie Guével, qui est présente à quasiment toutes nos conférences. Merci, Zélie. On tient à souligner le soutien financier de l'Université Laval, de l'UQTR, de l'Université Saint-Boniface, du Collège Glendon et du CRSH. Le LINE, c'est aussi un blog, appel à billets de blog ouvert à tous, donc peu importe de l'horizon dont vous venez. Il y a un soutien financier et un accompagnement pour les personnes étudiantes. Allez consulter notre site Web. La conférence de ce matin s'intitule Former à distance, la relation pédagogique comme condition d'efficacité du numérique. Elle est prononcée par Émilie Gobin-Roberge. Émilie est professeure assistante à l'Université Laval et membre du LINE. Sa thèse de doctorat, dirigée par moi-même, porte sur l'acquisition des compétences et le développement de la métacognition en apprentissage intégré au travail. Ses intérêts de recherche comprennent la pédagogie de la traduction, l'intégration du numérique en enseignement de la traduction et les outils numériques en traduction. Émilie, merci beaucoup d'avoir accepté. La parole est à toi. Merci Alexandra. J'avais pas pensé qu'en disant dirigé par Alexandra Lignard, tu serais obligée de te nommer toi-même. Ça m'a fait bien sourire. Mais oui, donc Alexandra est à la direction de ma recherche doctorale qui tire à sa fin, là. On a presque terminé. D'ailleurs, ce que je vais vous présenter aujourd'hui est une toute petite partie de ma recherche doctorale sur l'apprentissage intégré au travail en traduction. Par apprentissage intégré au travail, j'entends les stages, le mentorat et la partie coop des programmes coop qui sont offerts, surtout au Québec, mais un peu partout au Canada. Donc, ma thèse complète va être soutenue le 20 mars et ensuite déposée en libre accès. Alors, si ce que vous voyez aujourd'hui vous intéresse, ce sera possible de la lire au complet probablement vers le mois d'avril. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une interprétation des données empiriques obtenues dans le cadre de ma thèse pour répondre à la question qui nous concerne toutes et toutes ici, c'est-à-dire est-ce que le numérique ou la formation à distance contribue réellement à la formation de nos stagiaires en traduction? On va aborder ensemble la tension entre outils numériques et relations humaines dans l'apprentissage intégré au travail. Comme le dit le titre, on va parler surtout de la modalité de la formation à distance puis de ses répercussions sur le développement des compétences des étudiantes en traduction. J'ai choisi cet angle-là parce qu'ici, bien évidemment, au LINET, on s'intéresse surtout à l'intégration du numérique en enseignement de la traduction, mais aussi parce que ma recherche a démontré que la grande majorité des stages se déroulent à distance maintenant, sont donc très dépendants du numérique. Alors, dans ce contexte-là, je pense qu'il est important de se pencher sur ce que ça veut dire pour nos étudiants. Donc, un plan un peu de ce qu'on fait aujourd'hui. D'abord, je vais vous poser le contexte sur le numérique dans la profession sous ses plusieurs formes. Puis, évidemment, le stage n'échappe pas à cet événement-là du numérique. Je vais vous présenter vraiment brièvement le projet pan-canadien sur lequel je m'appuie pour les données que je présente aujourd'hui. Puis, on va entrer dans ce qui est vraiment les résultats, soit est-ce que le numérique fait une différence? Spoiler alert, c'est pas la différence qu'on pense. Ensuite, quoi d'autre entraîne des différences entre les expériences d'apprentissage intégré au travail? Ensuite, on va explorer comment le numérique est utilisé comme outil pédagogique par les superviseurs de stage, mais aussi quelles sont ses limites, puis quel paradoxe ça peut entraîner pour la formation. Je vais terminer par des recommandations tirées des résultats et des pistes de recherche futures pour l'avenir, parce que maintenant que ce projet se termine, on en commence des nouveaux, bien sûr. Alors, en gros, ce qu'on veut, c'est répondre à la question, qu'est-ce que les données empiriques nous disent sur le rôle du numérique dans la formation en traduction?
Donc, il n'y a pas grand monde ici qui va être très surpris parce que je suis sur le point de vous dire, la traduction est une profession qui est maintenant fondamentalement numérique. Le travail se fait entièrement à l'écran avec des outils numériques. Je ne pense pas qu'il reste beaucoup de traducteuristes qui travaillent encore avec le papier, là. Les ouvrages peut-être, mais pas la traduction elle-même. Donc, le numérique, ça prend plusieurs formes dans notre profession. Ça peut être des outils de TAO, de traduction assistée par ordinateur, des mémoires, des bases de terminologie, mais de plus en plus aussi l'intelligence artificielle, qu'elle soit générative ou non. Le télétravail, c'est aussi la norme dans l'industrie. Avant la pandémie, c'était déjà une tendance qui était très forte, mais depuis la pandémie, là, c'est vraiment acquis. Les stages ont suivi cette tendance-là aussi. Donc, de plus en plus de stages offrent seulement des placements à distance. Puis c'est pas seulement les petits cabinets là, à qui on pense qui se sont débarrassés de leurs locaux pendant la pandémie, entre autres. C'est aussi une tendance qu'on voit dans le public. Les gouvernements fédéraux canadiens force le retour au bureau, le retour du travail au bureau pour plusieurs domaines, mais les traductrices sont souvent exemptées de ces mesures-là. Donc, la plupart continuent de travailler encore dans des modèles qui sont à tout le moins hybrides, mais souvent entièrement à distance. Donc, comme je vous dis, là, je ne pense pas que je vous apprends grand-chose si je vous dis que le numérique est au cœur de notre profession. Mais ce que ça veut dire aussi, c'est que nos étudiantes sont confrontées au numérique vraiment rapidement quand elles entrent sur le marché du travail, que ce soit dans les outils ou dans le fait que leur formation est entièrement à distance, souvent dans le cas du stage. Et comme je vous disais, le bureau physique, c'est plus la norme. Maintenant, l'encadrement se fait beaucoup à distance. Donc, la question qu'on se pose ici, c'est qu'est-ce que ça change, ça? La formation expérientielle à distance, est-ce qu'elle est aussi efficace? Puis c'est là que ça devient intéressant parce qu'on investit massivement dans l'apprentissage intégré au travail à tous les paliers de gouvernement, là, que ce soit au fédéral, au provincial ou même au municipal. Au Québec, l'Ordre des traducteurs terminologues et interprètes agréés du Québec milite pour l'instauration d'un stage obligatoire depuis 2021 et la plupart des programmes ont obtempéré, donc ont suivi la tendance. La plupart des programmes comptent maintenant au moins 3 crédits de stage obligatoire, sauf qu'on n'a presque pas de données probantes sur qu'est-ce que les stagiaires elles font une fois qu'elles sont rendues en stage. Et puis encore bien moins sur l'effet des stages à distance. Pour mettre les choses en perspective, là, j'ai fait une recension des écrits pour ma thèse doctorale, puis il y a moins de 10 études longitudinales dans le monde qui ont été effectuées sur la formation expérientielle. Il y en a encore moins sur le stage, et à ma connaissance, il n'y en a pas qui se sont concentrés sur l'effet des stages à distance. Considérant que notre profession forme des milliers d'étudiantes par année dans le monde, je pense qu'il y a une lacune ici, puis c'est ce qu'on va essayer de combler avec la recherche que j'ai faite. La citation dans le bas de la diapositive résume quand même bien l'enjeu, là. Le numérique, c'est plus un choix, c'est le contexte dans lequel on travaille. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que ce contexte-là soit formateur? Voilà ce que les données nous disent. 77% des stages se déroulent à distance actuellement au Canada. Faut comprendre, là, c'est pas un choix méthodologique de ma part. J'ai pas sélectionné des choix à distance. J'ai vraiment recruté dans 5 universités canadiennes, 3 provinces différentes, et c'est les chiffres qui nous sont revenus. J'ai pris les stages tels qu'ils étaient. Celles qui font de la recherche empirique savent que quand il est question de recrutement, on prend tout ce qui passe. On ne, on ne sélectionne pas le plus possible. Donc, 77%, c'est vraiment la réalité du terrain au Canada. Euh, donc, avec les données longitudinales, ça vient nous permettre de vérifier quelques données. Donc, si le stage numérique, c'est la norme, est-ce que peut-être on devrait peut-être vérifier s'il forme réellement, ou en tout cas comment il forme? C'est un peu autour de ça qu'on va se questionner aujourd'hui. Et voilà, donc regardons ce que les données disent. Avant, je prends quelques minutes pour vous présenter la méthode de l'étude. Je sais que c'est pas la partie la plus intéressante. Je comprends que si vous avez peut-être envie d'aller vous chercher un café pendant ce temps-là, mais je pense que c'est important de comprendre ce qu'on a mesuré avant de... Merci Alexandra, j'apprécie votre enthousiasme. L'essentiel, c'est 34 participantes qui ont été recrutées dans 5 universités canadiennes offrant un programme de traduction avec au moins 3 crédits de stage. On visait 60 étudiantes au départ et on les avait d'ailleurs recrutées et on les a bien regrettées, mais on les a surtout recrutées, mais en raison d'abandon soit du stage ou d'abandon du processus de sondage et de l'élagage qui s'est fait par la suite, on en arrive à 34 réponses complètes.
On le sait que la population étudiée, ou en tout cas, on pense que la population étudiée tourne autour de 300 étudiantes. C'est-à-dire que pendant la période d'études, il y avait environ 300 étudiantes au Canada qui étaient inscrites dans des programmes de traduction et qui faisaient un stage. Donc, si on a 34 participantes sur les 300 de la population, ça veut dire qu'on a un 10%, ce qui est un échantillon appréciable là, pour une étude longitudinale de ce genre. La recherche a donc été conçue sur un modèle longitudinal, c'est-à-dire qu'on a fait deux mesures, une avant et une après le stage. Chaque participante a passé un test de traduction avant et après. C'est des textes qui étaient comparables mais pas identiques, évidemment. Donc, c'est des textes à saveur journalistique historique, un sur les sorcières de Salem et l'autre sur les Vikings. Il était traduit de l'anglais vers le français et ensuite corrigé avec un protocole de correction à l'aveugle. Les traductions ont été corrigées avec une grille d'évaluation qui s'inspire de Delille, Jean Delille, la traduction raisonnée, et il était classé en quatre catégories, les erreurs lexicales, les erreurs sémantiques, les erreurs d'idiomaticité et les erreurs de cohésion. En parallèle, on a aussi mesuré la métacognition, c'est-à-dire qu'on a mesuré la capacité des étudiantes à mobiliser leur stratégie cognitive et à les adapter aux besoins de la situation. Pour mesurer ça, ce qu'on a fait, c'est demander aux participantes d'insérer des commentaires dans la traduction au fil de leur travail. Ce qu'on appelle des commentaires métacognitifs co-occurrents. C'est pas mon terme, c'est le terme de Daniel Gilles. Donc, pourquoi les questions que pouvaient se poser, c'était pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix-là? Quelle est la difficulté que j'ai rencontrée ici? Quel outil j'ai utilisé? Ces commentaires-là, ils ont été analysés avec trois dimensions. Donc, la pertinence du questionnement que l'étudiante se posait. Donc, est-ce qu'elle devrait se poser cette question-là à ce moment-là? L'adéquation des stratégies qui ont été déployées pour répondre à ce questionnement et la justesse de l'auto-évaluation de l'étudiante. Donc, quand elle s'auto-évalue, est-ce que ce qu'elle voit, c'est juste? Et finalement, toutes nos participantes ont rempli un questionnaire sur les modalités de leur stage, l'encadrement qu'elles ont reçu et tout ça. Puis c'est ça qui va nous permettre de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire d'analyser les résultats au regard de certains éléments du stage. L'objectif, vous le voyez dans le bas de la diapositive, c'est de mesurer l'effet du stage sur la compétence, sur la métacognition, puis ensuite identifier les variables qui expliquent là, les écarts de progression selon les étudiants. Donc, premier résultat qui est pas peu important, c'est-à-dire que l'apprentissage intégré au travail, ça fonctionne. 14% de croissance dans les compétences de traduction ont été observées dans la majorité de la population, c'est-à-dire que si si la moyenne de toutes les étudiantes était de 66% avant, on tombe à 80% après. Donc, il y a quand même une croissance des compétences qui est assez rapide. Surtout considérant que c'est sur une période de 3 mois et demi, là, donc c'est quand même assez rapide. 83% des étudiantes se sont améliorées pendant cette période-là. Du 17% restant, la grande majorité ont stagné. Une personne a régressé seulement dans l'ensemble, mais on va regarder une étude de cas tantôt pour regarder pourquoi. Puis le nombre d'erreurs est diminué d'environ 40% entre les deux. On a d'ailleurs observé des baisses plus importantes en erreur de langue et en erreur d'idiomaticité, ce qui serait intéressant à regarder pour un autre projet. Donc, le stage forme, c'est plus une intuition, là, on a les chiffres pour le montrer, on s'en doutait, mais là, maintenant, on a des données sur lesquelles se baser. Maintenant, c'est qu'est-ce qui fait varier la progression des étudiantes. Donc, présence, distance et hybride, vous avez trois colonnes devant vous. À gauche, en vert, les stagiaires qui ont effectué leur stage entièrement à distance ont connu une progression d'à peu près 13,25. Au centre, les stagiaires qui ont fait un stage hybride, donc à la fois en présence et à distance, 14,80 ou 15% de progression. Et en présence, 11,67. Donc, si on regarde ces chiffres-là, puis on plisse les yeux, on a un peu l'impression que le présence est en fait un problème. Mais en fait, si on regarde statistiquement, il n'y a vraiment pas de différence significative, là. La différence n'est pas assez marquée considérant les chiffres qui ont été comptés pour dire qu'il y a une différence. Donc, on peut dire que les résultats sont équivalents.
J'appelle ça un peu un non-résultat, parce que dans le monde de la recherche, on n'a pas tendance à s'intéresser aux résultats non significatifs. Mais je pense qu'ici, en fait, ça parle. Parce que ce que ça dit, c'est que la modalité par laquelle les étudiantes font leur stage ne nuit pas à leur formation, puis il n'y a pas vraiment d'influence. Que la stagiaire elle fasse son stage à la maison, en mode hybride ou au bureau de sa superviseure, en fait, la progression dans la compétence en traduction est très comparable. C'est un résultat qui peut, bon, d'abord rassurer les responsables qui s'inquiètent du fait que nos stages sont beaucoup à distance maintenant. C'est pas moins bon, c'est tout à fait équivalent. Mais si ça fait pas de différence, qu'est-ce qui fait la différence? Avant de répondre à cette question-là, je vais prendre un petit moment pour expliquer d'après moi pourquoi le numérique fonctionne bien, puis je serais très intéressée à entendre votre avis ensuite, si vous êtes d'accord avec moi. Parce que je pense que le résultat qu'on voit là ne serait pas nécessairement transposable à d'autres disciplines. Parce que la traduction, c'est une pratique qui est une pratique professionnelle qui est numérique de par sa nature. Le travail de traduction, bon, c'est individuel, ça se fait à l'écran. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas en équipe, mais le cœur du travail se fait de façon individuelle. Donc, que le stagiaire soit au bureau ou à la maison, la tâche est la même. Elle ouvre son fichier Word, Trados, Logiterm, peu importe. Elle ouvre ses outils, puis elle traduit. L'apprentissage de la traduction, c'est pas d'observer des gestes comme un chirurgien ou un menuisier, par exemple. C'est vraiment de traduire à l'écran. L'écran, c'est le même partout, peu importe où on est assis. Ensuite, la rétroaction est aussi nativement numérique, que ce soit le suivi des modifications dans Word, les commentaires ou les annotations dans Trados ou autres, ça reste des outils qui sont numériques dans le quotidien de la profession. Ce que ça veut dire aussi, c'est que les superviseurs n'ont pas besoin de s'adapter quand ils donnent de la rétroaction de façon numérique aux stagiaires, parce que c'est ce qu'elles font déjà avec leurs collègues. Quand elles révisent leurs collègues, elles le font de façon numérique aussi. Donc, elles font la même chose avec les stagiaires. Puis finalement, la démocratisation de la visioconférence, puis aussi le fait que maintenant tout le monde sait s'en servir. Ça ne veut pas dire qu'on n'oublie pas tout d'éteindre notre micro une fois de temps en temps, là. Ça arrive. Mais la démocratisation de ces pratiques-là fait que les discussions contextualisées sont possibles même à distance. On peut partager l'écran, on peut parcourir un texte ensemble quand même, on peut discuter des choix de traduction en temps réel, montrer c'est quoi les passages qui étaient problématiques avec une richesse qui est quand même comparable au présentiel. Donc, en traduction, un stage qui est à distance, il ne va pas simuler l'expérience professionnelle, il est en fait un exemple parfait du travail réel. Puis à mon avis, c'est pour ça que le non-résultat de la diapositive précédente est pas très surprenant. Le médium d'apprentissage est le même que le médium de travail, fait que la distance géographique, elle n'a pas d'importance tant que ça, ou en tout cas, elle perd de son importance. Puis en plus, les milieux se sont adaptés. Ce que vous voyez à l'écran, c'est que 85% des stagiaires qui ont fait leur stage à distance ont eu des rencontres virtuelles avec leur supervision. Puis pour l'ensemble de l'échantillon, donc toutes les participantes, c'est 86%. Donc c'est tout à fait équivalent. Que les étudiantes aient été à distance ou en présence, la quantité de rencontres puis les modalités sont très semblables. Euh, Autrement dit, la distance n'a pas empêché de créer une relation entre les stagiaires et leur supervision. Euh, ces rencontres-là, dans les commentaires, les étudiantes nous le décrivent comme bon, des rencontres en visioconférence. Évidemment, il y en a beaucoup, mais aussi des courriels détaillés, des annotations dans les fichiers, puis des rencontres d'équipe, ce que la plupart ont beaucoup apprécié. Donc, le milieu a changé, l'industrie s'est adaptée, puis dans la majorité des cas, ce qu'on voit, c'est que la distance ne fait pas vraiment de problème. Par contre, ça prend de la volonté aussi. 85% des stagiaires qui ont eu une rencontre, ça veut dire qu'il y a 15% qui n'en ont pas eu. Puis là, dans ce 15%-là, ces étudiantes-là, elles ont vraiment payé le prix de l'absence de rencontre. C'est vraiment ça qui est notre facteur déterminant de la croissance pour les étudiantes en traduction. Ce que vous avez à l'écran devant vous, c'est à gauche en vert les étudiantes qui ont eu droit à des rencontres planifiées. Par rencontre planifiée, ce que je veux dire, c'est des rencontres qui sont assez régulières puis qui sont planifiées pendant toute la durée du stage. Donc, eux, leur progression est à peu près 30%. À droite, les étudiantes qui ont eu des rencontres soit très sporadiques ou pas du tout, leur progression est de 12%. Donc là, ce 16,5 points d'écart-là, il est important, là. Les stagiaires qui n'ont pas eu de rencontre ont progressé, qui ont eu des rencontres, c'est-à-dire ont progressé 2 fois plus
que leurs collègues qui n'en ont pas eu. Puis cet écart-là, il dépasse largement tout ce qui est autre variable, que ce soit le type de milieu, que ce soit la modalité. La différence est jamais aussi marquée que la différence entre les étudiants qui ont eu des rencontres et qui n'en ont pas eu. Puis comme je vous disais, hein, 85% des stagiaires à distance ont eu des rencontres. C'était des rencontres virtuelles, mais ça n'a pas eu d'effet sur l'indice de progression. Ce qui ressort, en fait, c'est que c'est pas le médium de la rencontre qui compte, mais bien le fait qu'il y en ait une rencontre. Que ce soit en personne ou en visioconférence, l'effet est comparable. Ce qui fait la différence, c'est que quelqu'un prend le temps de s'asseoir, que ce soit physiquement ou virtuellement, et qui regarde avec le stagiaire l'évolution de ses compétences. Puis si vous êtes familier avec les théories Vygotskiennes, donc les théories de Vygotsky, ça ne vous surprendra pas que la dimension dialogique de l'encadrement, c'est vraiment la plus importante. Pour faire un petit bout de théorie, Vygotsky parle souvent de la zone proximale de développement, c'est-à-dire que vous avez pour les étudiantes trois zones, qui est la zone d'autonomie. Donc ça, on espère que la zone d'autonomie est assez grande quand les étudiantes partent en stage parce qu'il faut qu'il y ait une bonne base de compétences. Ensuite vient la zone proximale de développement, qui sont les tâches que l'étudiante peut faire si on l'accompagne. Puis ensuite vient la zone de rupture, qui est là la zone où c'est vraiment au-dessus des compétences des étudiantes pour l'instant. Euh, Cet espace-là, dans la zone proximale de développement, c'est là que se passe l'apprentissage. L'échafaudage, qui est développé par Wood, Brunner et Ross, ça décrit dans le fond un soutien dans cette zone-là où on cible l'encadrement sur les besoins d'une apprenante, puis on se retire graduellement jusqu'à ce que l'apprenante devienne dans la zone d'autonomie. L'échafaudage dans le sens où on montre quelque chose qui est là, mais qu'on peut enlever pour que la personne puisse se tenir tout seul ensuite. Pour être capable de faire ça, il faut contextualiser la rétroaction. Il faut répondre aux questions de l'étudiante, mais il faut aussi comprendre où se situe l'étudiant. Parce qu'il faut se retirer au bon moment pour pas qu'elle s'effondre. Euh, Autrement dit, ça prend un échange. Une annotation dans un fichier Word, ça ne peut pas faire ça. Ça ne peut pas s'adapter selon le contexte. L'annotation, elle ne comprend pas là, ce que la stagiaire a compris ou pas. Elle ne sera pas capable de lire dans son visage si la stagiaire elle suit ou pas. Euh, elle peut donc pas s'ajuster. C'est pour ça que la rencontre est l'élément le plus important dans l'encadrement en stage. L'élément humain, il n'est pas remplaçable. Tous les facteurs qui sont déterminants dans le changement de progression des étudiantes, ce sont tous des facteurs humains. Les facteurs structurels ont jamais d'influence sur la croissance des compétences. J'ai pris mes chiffres, là, puis je les ai virés, j'ai essayé de les analyser avec plusieurs variables, puis les facteurs humains sont les seuls qui font une différence sur la croissance des compétences. Les outils numériques, en fait, ce sont des véhicules pour la relation pédagogique. Ils permettent la rencontre, ils facilitent la rétroaction, puis ils structurent l'accompagnement, mais ce ne sont jamais des substituts à la relation elle-même. Donc, je vous parlais d'études de cas tantôt. Je vous parle de deux stages qui semblent pareils à prime abord, mais qui en fait ont eu des conséquences très, très différentes. Donc, le stage A, c'est un stage qui a été fait dans le secteur privé, qui a été fait complètement à distance, mais la stagiaire a eu une diminution de 12% de ses compétences en traduction. Donc, non seulement elle n'a pas eu de progression, elle s'est carrément détériorée, elle traduisait moins bien après son stage qu'avant. C'est le pire résultat là, de tout l'échantillon, puis c'est le seul cas de détérioration notable. Les autres ont soit stagné ou ont progressé. Pourquoi? Parce que cette étudiante-là, elle n'a eu aucun encadrement structuré. Elle n'a pas eu de rencontre avec sa superviseure, elle n'a pas eu de révision à noter, elle était essentiellement livrée à elle-même dans un environnement complètement numérique, puis elle était devant un écran, mais derrière cet écran-là, il n'y avait personne. À droite, je ne sais pas si vous entendez mon chien, j'appelle, l'entendez-vous? Non, ok, c'est bon. À droite, en vert, ce que vous avez, c'est le stage B, même secteur, donc aussi dans le privé, même modalité, aussi à distance, mais là, croissance de 52% de la compétence en traduction. Donc, une croissance géante, c'est la meilleure de l'échantillon, puis de loin, là, la plus proche est à 46. Puis cette personne-là a eu droit à un accompagnement soutenu par visioconférence, un mentor qui était disponible en tout temps pour répondre à ses questions,
des rencontres d'équipe virtuelles et des formations régulières. La stagiaire aussi, elle travaillait devant un écran, mais la différence, c'est qu'en arrière de cet écran-là, il y avait des gens pour l'aider. Moins 12 et plus 52, c'est un écart de 64 points. C'est très gros dans le même type de milieu. Ce qui les distingue, par contre, c'est pas la technologie. Ils utilisaient les mêmes outils. C'est la volonté et la compétence aussi d'accompagner. Comme je disais, là, ces deux cas-là, c'est des cas extrêmes. C'est pas des cas typiques. La plupart des stages sont à quelque part entre les deux avec des progressions qui sont plutôt modérées. Mais ça explique quand même que dans les mêmes conditions, l'accompagnement humain peut faire vraiment une très grande différence. Donc là, on tombe dans l'interprétation des chiffres un peu. On a parlé de compétences en traduction, mais comme je vous disais, j'ai aussi mesuré la métacognition. Je vous épargne là, les formules mathématiques qu'il a fallu mettre en place pour faire un calcul, mais en gros, ce qui est ressorti, c'est que le stage développe les compétences métacognitives des étudiantes. Elles sont passées entre des scores de 59 à 73, donc une amélioration d'à peu près 15% avant et après le stage. Ce que vous voyez à l'écran, par contre, c'est la croissance en métacognition par rapport au type d'encadrement. Donc, à la première ligne, c'est l'encadrement génial, là. Révision, annotation, rencontre, tout est parfait, c'est ce qu'on voudrait pour toutes nos étudiantes. Et évidemment, la croissance est la plus grande, c'est 48%. Deuxième ligne, seulement révision, donc pas d'annotation. Par ça, ce que je veux dire, c'est on a corrigé le texte, mais on n'a pas annoté avec des explications pourquoi c'était bon ou moins bon. Puis il y avait des rencontres aussi, 40% d'augmentation. Troisième ligne, révision et annotation, pas de rencontre humaine. Et quatrième ligne, pas d'encadrement. Donc, essentiellement, pas de révision, pas d'annotation. J'ai intégré dans ce... il y a seulement qu'une personne qui rentre dans cette catégorie-là, là. Donc, c'est plus ou moins statistiquement, oui, euh, significatif, là, parce qu'une personne ne peut pas être la représentation d'une catégorie au complet. Ce que je trouve intéressant, par contre, c'est que la plus grande différence entre les catégories, c'est la différence entre révision, annotation, rencontre et révision seulement et rencontre. C'est-à-dire que l'absence d'annotation fait une baisse de 8% de la croissance métacognitive. Donc, c'est une marche importante, là, puis ça vient renforcer ce que la recherche en pédagogie a tendance à nous dire, que se concentrer sur le produit seulement, juste faire de la correction sans expliquer les erreurs, mène à une moins grande croissance métacognitive que quand les erreurs sont expliquées et que le processus pour les détecter est expliqué. Euh, Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que la différence entre révision, annotation et rencontre et révision et annotation sans rencontre est de 13%. Donc, l'encadrement en personne fait aussi une très grande différence. C'est une bonne marche. Euh, c'est un peu contre-intuitif, ça, parce qu'on se dit une superviseure qui réviserait et annoterait des copies de façon vraiment complète donnerait quand même un bon encadrement pédagogique. Mais ce qui ressort, c'est que de s'asseoir puis de discuter de ces révisions-là, ça vaut beaucoup, 13% de croissance, de différence. Euh, Puis c'est vrai pour pour la croissance en traduction, mais aussi pour la croissance en métacognition. Donc, pour apprendre à réfléchir par soi-même, il faut aussi avoir des discussions. Où en suis-je? Donc, quatre recommandations pour la formation numérique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Chacune découle directement des données de l'étude. Premièrement, je pense que garantir des rencontres virtuelles entre les superviseurs et les stagiaires, c'est essentiel. Un courriel ne peut pas remplacer un échange en visioconférence et certainement pas des échanges répétés. Un fichier annoté est bon, mais ne remplace pas une discussion sur ce fichier-là. Je pense qu'il faut en faire une exigence minimale dans les protocoles de stage. Les personnes qui gèrent les stages dans leur université diront, est-ce qu'on a vraiment les moyens de revirer des milieux de stage, Émilie? Je comprends que c'est pas toujours la réalité avec laquelle on travaille, mais c'est certain que de sensibiliser les employeurs au fait qu'une rencontre à toutes les 2 semaines, c'est beaucoup plus riche que 3 rencontres au début du stage, puis plus rien après. Donc ça, le fait qu'ils le sachent, ça peut aider beaucoup.
Puis le fait que les stagiaires sachent qu'il y a quelqu'un qui va s'asseoir avec elle, que régulièrement, on va discuter de son travail, ça fait une différence aussi puis sur la confiance aussi que les stagiaires vont avoir dans leur milieu de travail. Deuxièmement, doser l'intervention numérique, c'est-à-dire que la recommandation qu'on fait, c'est d'annoter pour guider, pas pour corriger. Donc, de parler plutôt du processus que du produit. Donc, pourquoi est-ce que tu as fait ce choix-là plutôt que voici la bonne réponse que tu aurais dû faire? C'est essentiel même à travers d'un écran. Et la superviseure, elle devrait offrir révision et annotation, pas juste une révision. Puis ça devrait toujours être jumelé à une discussion. Euh, Ensuite, ça, on n'en a pas parlé beaucoup avant, mais ce qui était nommé beaucoup par les étudiantes, c'est que l'environnement numérique pouvait être mêlant, surtout quand il y avait multiplication des outils. Donc, ça peut être utile pour les milieux de stage de structurer l'environnement pour que les étudiantes sachent bien quelle partie de l'environnement sert à quoi. Que ce soit les canaux de communication ou les outils pour la terminologie, par exemple. Le numérique doit être organisé pour être utile, sinon il peut devenir un obstacle logistique à la navigation. Puis finalement, ben, former les superviseurs au numérique, ça serait super. Encore là, c'est un peu un vœu pieux, là. Je comprends qu'il y a une partie de ça qui est un peu en dehors de notre contrôle. Mais accompagner, c'est une compétence, là. Enseigner, c'est une compétence. C'est pas parce que quelqu'un est une très bonne traductrice qu'elle est nécessairement une bonne superviseure. Donc, donner une rétroaction par écrit, ça guide. D'apprendre toutes ces choses-là, c'est important. Encore là, est-ce qu'on a les moyens de refuser de prendre des milieux de stage parce qu'ils refusent de faire la formation? Probablement pas, mais ce serait bien de tout le moins les sensibiliser au fait que c'est pas parce que vous êtes une bonne réviseur que vous allez nécessairement être une bonne accompagnatrice. Donc, voici des ressources. Je pense que ça peut être une bonne posture à prendre avec nos milieux de stage. Bon, qu'est-ce que l'étude n'a pas mesuré? Donc, premier angle mort, lorsque j'ai conçu la recherche, l'intelligence artificielle générative n'avait pas encore explosé autant qu'elle le fait. Par contre, oh, je viens de voir que j'ai une coquille AVNT au lieu de avant. Par contre, lorsque j'ai fait la collecte de données, l'intelligence artificielle avait explosé. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il pourrait y avoir une rupture ici entre la conception et les résultats. C'est un angle mort qui est quand même important. Puis d'ailleurs, je suis en train de monter un projet en ce moment pour aller explorer un peu ce qui se passe de ce côté-là. Deuxièmement, les outils de traduction automatique n'ont pas été mesurés. Ben, ils ont été notés pendant le stage, mais on n'a pas mesuré la compétence des étudiantes à les utiliser. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour savoir si les étudiantes se sont appropriées les outils technologiques, si à la fin de leur stage, elles les maîtrisaient mieux qu'au début? On suppose que ce sera le cas parce qu'il y aurait eu un frein aux compétences si elles n'avaient pas été en mesure d'utiliser les outils. Mais ce serait intéressant de voir un peu quelle est la différence de compétences de ce côté-là. Il va falloir, par exemple, trouver une façon de mesurer cette compétence-là. Puis ça, c'est un défi en soi. Si vous avez des idées, je vous écoute. Et finalement, la qualité des interactions. On sait qu'il y a eu des rencontres, on sait à quelle fréquence, souvent, mais on ne sait pas comment elles se déroulaient, quelle était leur durée, leur contenu, puis la dynamique dans ces rencontres-là. Des rencontres organisées de 15 minutes peuvent être plus formatrices qu'en fait une heure où on discute de la pluie et du beau temps, puis qu'il n'y a pas vraiment d'approche structurée. Donc, ce serait intéressant d'aller voir pourquoi certaines rencontres sont plus efficaces que d'autres, qu'est-ce que les superviseurs mettent en place qui sont le plus aidants. Puis finalement, je ne l'ai pas à l'écran, mais ce à quoi je réfléchissais tout à l'heure, c'est que ce serait aussi intéressant de voir comment les compétences technologiques des superviseurs influencent leur capacité à encadrer leurs stagiaires. Donc, quelqu'un qui serait moins à l'aise avec Zoom, avec Teams, avec peu importe, est-ce que cette personne est en mesure d'offrir le même genre de structure que quelqu'un qui ne le serait pas? Mais enfin, ce serait des ouvertures pour la suite. Donc, piste de recherche, comme je vous disais, IA et métacognition, je pense il faut y réfléchir. Est-ce que l'IA amplifie la paresse métacognitive? C'est une grande question que beaucoup se posent en ce moment. Je pense que dans le cas du stage, c'est un questionnement qui est valide. Ce serait bien d'étudier les échanges en visioconférence. Je En tant que personne qui vient de faire une recherche empirique, j'entrevois toutes les difficultés éthiques et administratives que ça pourrait entraîner. Par contre, là, d'avoir un certificat d'éthique pour écouter des interactions entre une superviseure et la stagiaire, ça risque d'être un peu spicy.
et finalement intégrer qu'est-ce que la variation technologique vient faire vient influer sur le développement des compétences et des compétences métacognitives. Donc, conclusion, un peu tôt, mais enfin, le numérique est un moyen qui est efficace et qui fonctionne, mais la pédagogie, c'est une relation entre des êtres humains et c'est par là qu'il faut commencer en tout temps. Merci beaucoup à tous. Je suis ouverte aux questions et très intéressée par la discussion. Donc, Bonjour tout le monde. j'ouvrirai justement la discussion. Questions, commentaires pour Émilie? Ben, je peux peut-être commenter. Moi, j'ai une petite question, mais je trouve ça super intéressant. Merci, Émilie, de la présentation, de la recherche très détaillée. J'avais quand même peut-être un peu de réserve par rapport à Vygotsky. Peut-être que c'est trop théorique, mais quand tu parles du retrait progressif, j'ai l'impression, moi, que les rencontres virtuelles, c'est plus une personnalisation, une rétroaction qu'un enseignement proprement dit. C'est pour ça que moi, Hmm. j'aurais des réserves par rapport à Vygotsky, ou en tout cas, j'aimerais savoir, peut-être que tu sais plus que moi, comment tu entends, tu t'as parlé de se retirer progressivement, que le réviseur se retire progressivement. Est-ce que ça a concrètement, comment ça se manifeste? Ça, je serais curieux de t'entendre là-dessus. Oui, ben, j'offre une formation sur l'encadrement des stagiaires chez Magistrade. Puis quand je discute de cette partie-là avec les superviseurs de stage, ce que je leur dis, c'est que le but, quand on se retire, c'est pas de diminuer la quantité des rencontres, mais c'est de diminuer nos interventions et de laisser la place à plutôt l'explication par l'étudiante. Donc, quand je parle de se retirer graduellement, c'est d'arrêter de jouer le rôle du maître et de plutôt jouer le rôle du conseiller à partir de la moitié puis du trois quarts du stage. Les superviseurs qui travaillent bien le font bien ça, de tomber en mode, c'est ton dossier, qu'est-ce que toi tu ferais plutôt que voici comment nous on fait. Au début, c'est utile de le dire, voici comment nous on fait, mais à la fin, l'étudiant devrait avoir assez possession de ses moyens pour être en mesure de faire ces choix-là. Fait que c'est dans ce sens-là où la zone proximale de développement vient jouer son rôle, mais effectivement, théoriquement, j'ai pensé très rapidement sur quelque chose qui est quand même assez complexe, là. Mais ouais. OK, mais merci, ça a du sens. Dans le fond, c'est un retrait des échanges pour laisser plus la place à la prise en charge par la personne qui est mentorée. C'est ça? C'est un Ouais, peu c'est ça? ça. On veut Si que je la comprends. personne qui est mentorée sorte du syndrome où on attend toujours la bonne réponse puis la rétroaction, puis tombe en mode je suis en possession de mon client puis je sais qu'est-ce que mon client veut. OK, je comprends. Merci, c'est bien. Merci à toi. Merci d'avoir appelé de l'Espagne, franchement. D'être branché de l'Espagne, c'est très apprécié. D'autres questions, commentaires? Donc, j'étais très claire, c'est ce que je comprends. Oui, monsieur Baravé. Félicitations, c'est extrêmement intéressant. Merci. Vous mettez des chiffres sur une intuition qu'on avait. On avait l'impression que les stages, qu'ils soient en personne ou en numérique, on avait l'impression que les stages étaient utiles pour l'apprentissage. Et là, vous mettez un chiffre. Alors, 29%, c'est incroyable, hein, c'est vraiment impressionnant. Alors, toutes mes félicitations. Merci. Merci beaucoup. Oui, c'est un peu ça le but, hein, c'est que c'est une intuition qu'on avait toutes. Au bout de la ligne, c'est pas une si grosse surprise que ça, que l'encadrement soit important, puis que les stages, ça amène une bonne croissance des compétences, mais c'est bien de pouvoir le mesurer. Puis il y a certains éléments qui sont un peu surprenants, notamment le fait que même des documents très révisés, très annotés dans le cadre d'un stage, sont pas aussi formateurs que des rencontres en personne. Puis ça, c'est ouais, intéressant. D'autres choses? Monsieur Euh, Deschamps? oui, on a parlé de l'utilisation des outils technologiques. Là, il y a une importance à accorder dans le mentorat, de ce que je comprends. Est-ce qu'on peut tenir pour acquis que dès qu'ils vont atteindre le marché du travail, ben, ils vont avoir plein d'occasions d'explorer toute la panoplie de mémoire, les logiciels mémoire de traduction, et même les employeurs donnent des cours de formation là-dessus. Alors, Oui, absolument. la position en tant que mentor, pourrait situer ça où, là, à peu près?
Oui, absolument. Ce qui est ressorti des données, puis évidemment, j'ai pas eu le temps de faire le tour de tous les données parce qu'il y en a beaucoup, là. C'est au-dessus de 1000 commentaires qui ont été analysés. Mais ce qui est ressorti, c'est que dans tout ce qui est stage en privé public, tout le monde utilise des mémoires de traduction puis des outils d'aide à la traduction. Dans le mentorat, là, c'est là que c'est moins systématique, justement parce que c'est tellement personnalisé. Ce qui est bien apprécié des mentors qui font l'intégration des outils, j'en connais un, entre autres, là, où le dernier mandat de mentorat est fait avec DeepL et l'étudiant doit post-éditer plutôt que de traduire. Donc là, ça vient permettre d'avoir une discussion sur c'était quoi la différence pour toi en tant que traductrice de post-éditer plutôt que de traduire, puis est-ce que tu aimes ça autant? Qu'est-ce qui étaient les difficultés? Donc, ça peut amener une dimension technologique qui est intéressante sans obliger le mentor à monter une base terminologique puis à faire comme un travail colossal d'installation du numérique, là. D'accord, c'est clair. Ben, merci. Merci beaucoup. Héloïse? Donc, moi, je transpose à l'enseignement ce que tu dis. Puis, ben, ce que ça me dit, c'est qu'il faut essayer de faire des suivis individuels avec les étudiants. Ce que ça me dit aussi, c'est que, ben, en fait, ça vient confirmer mon intuition qu'au fond, on met moins de corrections écrites dans le texte, puis on passe plus de temps de retour en classe, même un retour sur une version didactique, là. C'est sûr que ça nous met dans la position où on propose des solutions plutôt que de discuter de leur choix, mais même un retour approfondi sur une version didactique, je pense que ça va plus loin, effectivement, que plein de commentaires. Les commentaires, c'est utile, mais ce dont je me rends compte, c'est qu'ils ne sont pas tous outillés pour les comprendre, en fait. Donc, on met beaucoup d'énergie à faire tous ces commentaires, mais ils ne sont pas forcément compris ou intégrés, en tout cas. Mhm. Ils pensent qu'ils sont compris, mais ils ne sont pas forcément intégrés. Donc, ben, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ça porte sur les stages et les mentorats, mais ça fait penser la pédagogie en classe aussi. Ah oui, absolument, absolument. Je pense que ça se transpose très bien à toute démarche pédagogique. Puis, chez nous, on utilise un portail des cours, puis on est en mesure d'aller voir quels documents les étudiants ont ouverts. Puis malheureusement, moi, ça m'arrive là, de passer Mhm, 25 heures à commenter des examens, puis de me mhm. rendre compte que la moitié des étudiants ne l'ont même pas ouvert. Ils ont été voir leurs notes, puis ils n'ont pas ouvert le document. Fait que c'est pour ça que je pense que ça peut être utile de revenir en classe, puis d'avoir une discussion, plutôt que juste je te dépose un document que tu dois consulter toi-même, tu sais. Fait que Oui, oui, puis, oui, oui. puis le retour, mettons le retour sur une version didactique d'environ 1 heure, c'est utile. Moi, j'aime beaucoup ça. Je dirais que c'est ce que je préfère dans l'enseignement, c'est faire ça. Venir sur une version longuement. Mais aussi, peut-être des rencontres, des 15 minutes express sur des copies de temps en temps aussi. Je pense que ça peut les faire progresser beaucoup plus rapidement. Évidemment, pas dans des groupes de 40 là, puis pas pour chaque traduction, mais quand c'est possible de le faire, là. Oui, absolument. Puis je l'ai fait dans un de mes cours l'année passée, où ce que une des évaluations, au lieu de corriger puis de l'envoyer, on s'assoyait 15 minutes puis on jasait. Puis c'est là qu'on voit aussi qu'il y a des étudiants, les étudiants qui sont issus de la neurodivergence, là, c'est souvent plus facile pour eux de poser des questions dans ce contexte-là. Il y en a aussi pour qui c'est très difficile, fait qu'il faut respecter ça aussi, mais ouais, c'est ça. Je pense que ça permet je cherche le mot en français, là, de onboarder des étudiants qui pourraient être très passifs autrement. Mhm. Fait que ouais, moi aussi j'aime ça, ce processus-là. Merci beaucoup. Merci à toi. Aura? Oui, Aura. Bonjour. Salut! Merci, Billy. C'était super, super intéressant, super éclairant aussi. Euh, Merci. je me demandais si tu avais pensé à peut-être créer, ou si c'est déjà fait, où on peut trouver des documents pour outiller en fait les employeurs qui accueillent nos stagiaires. Parce que c'est ça, tu as parlé justement de ça. On sait qu'il y a des professionnels super compétents, super chevronnés, mais qui sont pas nécessairement des bons accompagnateurs. Donc, c'est ça, c'est pour outiller les employeurs si tu avais pensé à des outils ou à des ressources.
C'est extraordinaire que tu dises ça parce que tu me permets de faire une shameless plug, puis j'ai vraiment pas de l'air shameless parce que c'est toi qui as posé la question. Mais c'est l'objectif avec la thèse, c'est de sortir de la thèse un manuel, vraiment un manuel pratique, là, pas une publication scientifique, mais un manuel pratique avec les bonnes pratiques, qu'est-ce qui fonctionne bien. Puis le but, c'est de l'avoir en deux parties où la première partie s'adresse aux superviseurs de stage, donc dans le professionnel, puis la deuxième partie qui serait plus courte s'adresserait aux superviseurs de stage dans les milieux universitaires, sur comment valider qu'un milieu de stage va être pertinent pour les étudiants et tout ça. Donc, oui, c'est c'est le projet. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres commentaires? Est-ce que là, je fais ma prof puis je compte dans ma tête jusqu'à 10 en attendant de voir si quelqu'un aura autre chose à dire? Héloïse? Je sais pas si tu l'as dit, je sais pas si tu peux le dire, mais c'était quoi les 5 universités? Les 5 universités, ben, évidemment, ça je ne l'ai pas dit, mais l'Université Laval est un peu surreprésentée, parce qu'évidemment, c'est mes étudiantes, hein, fait qu'il était ça leur tentait de m'aider. Université Laval, Université de Montréal, Université de Moncton, Université de York et Sherbrooke. J'avais aussi des participants de Saint-Boniface et de l'UQTR, mais malheureusement, elles se sont désistées pour des raisons, plein de raisons différentes. Mais les 5 qui restent, c'est celle-là. Ouais. Merci. Merci à toi. D'ailleurs, tout ce travail-là a été grandement aidé par tous les gestionnaires de stage à l'interne, dont Aura, dont Héloïse, mais avant toi, Anne-Marie, parce que pendant la période d'études, c'était plutôt Anne-Marie qui était là, donc ça a été. Puis Eric aussi, je suis allée présenter dans ses classes pour recruter. Parce que le recrutement, c'est un défi, hein. Bon, juste une petite question, justement, parlant de ça, Émilie, tu as parlé du taux d'abandon. Est-ce qu'on peut rattacher un taux d'abandon à des études en ligne par rapport aux gens qui étaient en présence? Est-ce que tu as fait ce calcul-là? Ça serait intéressant de savoir. Je ne l'ai pas fait, mais effectivement, ça serait très intéressant. Parce que vous êtes deux universités entièrement en ligne dans le Mhm. bassin, puis c'est les deux universités où j'ai eu le plus haut taux, je pense. Mais il faudrait que je vérifie mes chiffres, là. Mais oui, je pense que c'est les deux universités où j'ai eu le plus haut taux d'abandon. Évidemment, là, l'Université Laval est un peu comme à part parce que les étudiants ils m'avaient en face à semaine longue, là, fait que c'est différent. Mais quand même, ouais, ça serait intéressant. Merci, Eric, je le prends en note. Parce que c'est reconnu, en tout cas, que les études en ligne, il y a un taux d'abandon plus élevé. Normalement, si on parle on parlait des MOOC, là, des cours Mhm. massivement en ligne qui sont fortement abandonnés en cours de route. Fait que j'imagine que toutes les formations en ligne ont un peu ce contexte-là ou cet environnement-là. Mais Oui, merci. C'est intéressant. Héloïse, oui. J'ai toujours des questions. Euh, Tu as dit, je vais vous épargner comment j'ai calculé les gains en métacognition. Je veux pas que tu nous donnes la formule magique, là, mais effectivement, je pense que la métacognition, c'est aussi, sinon plus important que le résultat, que la traduction elle-même, là. Donc, comment tu mesures ça dans les grandes lignes? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'ensemble des commentaires, puis je les ai codés selon le type de commentaire. Donc, si c'est un commentaire qui dit j'ai trouvé ça dans Termium, tu sais, c'est pas très utile là, pour la métacognition, sauf si les étudiantes se trompent systématiquement d'endroit où aller chercher l'information. Donc, si elles cherchent des mots du langage familier, puis que tu cherches ça dans Termium, mais qu'elles cherchent des termes dans Usito, tu dis ouais, là, ton processus, il est pas tout à fait droit, tu sais. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai assigné je l'ai expliqué. C'est quoi le nom exactement des trois catégories? C'est. Tu, 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 tu. C'est. Enfin, je vais le dire dans mes mots, là, c'est justification de la question. Donc, est-ce que l'étudiante se fait confiance? Est-ce qu'elle pose des questions de façon systématique à tous les coups ou elle se pose vraiment des questions quand il y a des réelles difficultés? Ça, c'était noté sur 3.
Ensuite, il y avait adéquation des stratégies. Donc, une fois que la question est posée, comment est-ce qu'elle règle son problème? Est-ce qu'elle va chercher les ressources à la bonne place? Est-ce qu'elle connaît ses forces et ses faiblesses? Donc, ça, c'est 3 points aussi. Et finalement, auto-évaluation. Donc, une fois que la solution est donnée, est-ce qu'elle est en mesure de savoir que ce qu'elle a donné, en fait, c'est pas très bon, mais est-ce que c'est le mieux qu'elle a trouvé et tout ça? Donc, ça, c'était sur 3 points. Puis ça donnait un score sur 9 qui ensuite était, je faisais une moyenne par copie. Donc, parce que certaines étudiantes avaient mis 200 commentaires, puis d'autres en avaient mis 4, là. Fait que là, je faisais une moyenne par copie. Puis il y a des copies qui ont été exclues parce qu'il n'y avait pas assez de commentaires pour que ce soit pertinent. Merci. C'est Oui, Alexandra? super bien expliqué dans la thèse d'Héloïse. Ça te fera une belle lecture d'été. Un beau 315 pages à lire cet été. Oui, Ou Alexandra, t'attends le avez-vous une question? manuel. Non, moi, j'ai pas de questions. Moi, Non, pas Alexandra, toi, l'autre Oh Alexandra. non, c'est la personne. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour d'Illinois. À 1 heure en arrière. Ce serait vraiment très super de vous écouter, Émilie. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment inspirante. Merci Et beaucoup. aussi, c'est encore une fois une très bonne chose de voir que parfois, c'est comme pas de résultat, c'est vraiment le résultat. No news is good news. Parce qu'avec pas de détruire l'information avec les technologies, c'est vraiment très important. Moi, j'ai que 2 questions peut-être. Une chose, est-ce que vous avez pensé à peut-être à avoir cette étude sur l'interprétation aussi, pour voir comment comme apprentissage d'interprétation pourrait être fait. Et aussi, est-ce qu'il y a la différence quand il y a l'analyse des textes de traduction, le style de texte, le genre de texte de traduction pour comparer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça, pour des questions de validité des résultats, là, j'ai pris des textes qui étaient semblables parce que je voulais mesurer les mêmes choses dans les 2 textes. Et oui, ce serait vraiment intéressant d'aller voir les étudiantes qui sont allées dans des stages plus spécialisés. Est-ce qu'il y a une différence, par exemple, dans le juridique ou dans le médical? Puis l'interprétation, oui, ce serait vraiment intéressant. Je me sens pas, moi, personnellement, outillée pour évaluer l'interprétation. Donc, ça me prendrait une collègue qui viendrait m'aider, là, parce que c'est comme c'est pas ma spécialité, ça pourrait fausser les données. Mais ce serait intéressant d'aller en cabine puis d'aller évaluer la prestation de l'interprétation selon le type d'accompagnement. Donc, est-ce que la personne qui interprète avec aide beaucoup? Est-ce qu'elle interrompt? Est-ce qu'il y aurait, ouais, il y aurait définitivement quelque chose à faire là. Puis on a un nouveau micro-programme en interprétation chez nous, donc ça pourrait être un bon terrain de jeu, mais ça me prendrait une spécialiste de l'interprétation pour m'aider. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre participation. Je vous voyais hocher de la tête, puis c'est toujours le fun quand on Tout le présente monde d'avoir est quelqu'un très qui écoute. intéressant. Ça part encore. Merci. Merci à vous. Il y a une question de Caroline dans le chat. Donc, as-tu des éléments qui expliquent la stagnation de certains? Oui, là, je ne suis pas rentrée là-dedans aujourd'hui parce que vraiment un autre sujet qui est quand même assez vaste. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que les étudiants qui scoraient plus fort au départ ont, pour la majorité, obtenu moins d'augmentation de leurs compétences. Dans le sens où, à un moment donné, il y a un plateau, là. Si l'étudiante avait déjà une note très élevée au départ, il n'y avait pas une montée de 29% comme avec les étudiantes qui partaient beaucoup plus bas. Par contre, celles qui partaient beaucoup plus bas, en général, ont connu une croissance plus élevée, à l'exception de celles qui n'ont obtenu aucun accompagnement, parce que là, évidemment, on ne l'a comme pas aidé à avancer. Mais oui, le niveau de base des compétences au départ est un élément important pour voir à quel point il y a une croissance des compétences. Merci, Caroline, pour cette question-là. Je me permettrais peut-être une question. Est-ce que tu as discriminé les étudiantes qui faisaient un premier stage et celles qui faisaient un deuxième, voire un troisième stage? Dans certaines versions des données, j'ai vérifié celles qui. Parce que j'avais dans le questionnaire, il y avait une question, est-ce que c'est votre premier, deuxième stage? Puis honnêtement, la variation n'était pas assez importante pour se poser la question, là. Puis l'autre chose, c'est que l'échantillon d'étudiantes qui faisaient un deuxième stage était très petit. Donc, c'était difficile d'avoir des résultats qui statistiquement étaient significatifs, là. Toutes les étudiantes font un stage. C'est pas beaucoup d'étudiantes qui en font 2 ou 3. Ouais.
D'autres questions? On arrive à 11 heures quand même. 10, 9, 8. Ça a marché la dernière fois. Ah, Oui, Zélie? oui, j'aurais peut-être une petite question. Est-ce que les participantes à l'étude vont avoir un compte rendu, et peut-être plutôt qu'un compte rendu écrit, un compte rendu sous forme d'échange? Parce que je crois que ça serait, ça renforcerait l'information. Pas uniquement, c'est pas uniquement pour être poli et pour remettre le résultat, mais également pour aller plus loin, pour permettre aux participantes d'aller plus loin. Oui, absolument, c'est prévu. Chaque participante, aussitôt que les résultats vont être publiés officiellement, chaque participante va recevoir un fascicule avec ses propres résultats puis comment elle se compare à la moyenne dans toutes les catégories. Puis, c'est prévu aussi d'avoir des présentations au congrès de l'OTIAC, si ma proposition est acceptée, évidemment, là, et éventuellement avec des conférences étudiantes aussi pour discuter des résultats, non seulement avec les étudiantes qui ont partagé, qui ont participé, mais aussi avec les étudiantes qui vont faire des stages pour qu'elles sachent un peu qu'est-ce qui étaient les facteurs d'influence. Oui, c'est prévu parce qu'effectivement, je pense que c'est riche, puis les étudiantes devraient en profiter. Pas que je vais me lancer des fleurs à moi-même. Mon étude est très riche, mais ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose à apprendre là. Oui, merci. Merci, Zélie. Merci, Héloïse. Oui, effectivement, vive le facteur humain. Mm. Donc, justement, nous aurons eu la chance de t'entendre virtuellement en live, contrairement à ceux qui n'étaient pas présents, qui t'écouteront en rediffusion, moins le facteur humain, j'imagine. Donc, merci beaucoup, Émilie. Merci à vous. Sur ce, je vous annonce que nous aurons une prochaine conférence probablement le 6 mars. Alain Breton viendra nous parler des transformations dans la profession d'interprète au regard des changements en lien avec les nouvelles technologies. Donc, soyez à l'affût de nos publications.